Merci. Alors déjà, merci également pour l'invitation. Alors, pour ce dernier exposé, je vais essayer de vous emmener dans un voyage, dans des fonctions relativement concrètes que j'ai eu l'occasion de croiser ces derniers temps, et on va revenir un peu au tout premier exposé. On va aller retourner voir de la programmation, des fonctions... Ah oui, déjà avant, des excuses pour le fait que le texte peut toujours être perfectible et que ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est un petit tribut à M. Hofstetter, dont je parlerai à propos de son livre et des fonctions, des principaux exemples de cet exposé. Donc je disais qu'on allait reparler de fonctions récursives. Donc on revient un petit peu au lambda calcul présenté tout à l'heure par Hugo. On va reparler de récurrence, du coup, de manière essentielle, et d'entiers. En fait, on n'ira pas parler d'autre chose que des entiers ici. Donc voilà, un tout premier exemple. Essayons de définir une fonction comme ceci. Alors déjà, là aussi, on va essayer d'être interactif. Déjà, combien, alors quelques-uns tout à l'heure avaient dit qu'ils se programmaient en OCaml. Combien ont de manière générale programmé des fonctions récursives déjà dans le langage. Donc déjà, voilà, on voit une certaine expérience de récursivité, c'est super. Et bien du coup, mise en application ici, cette fonction d qui, pour l'entier 0, alors déjà ici on ne parle que d'entiers positifs ou nuls, les négatifs ça ne m'intéresse pas. Donc on définit des cas de départ en disant qu'en 0, ma fonction doit répondre 0, et en 1, elle doit aussi répondre 0. On est très plat au début. Et puis après, on a une équation récursive qui me dit que d de n en général, après ces cas particuliers de 0 et de 1, va aller chercher ce qui se passe en d de n-2. On revient 2 crans en arrière, et on ajoute 1. Pourquoi pas? Une méthode, mes fonctions, à partir d'une entrée, doivent donner une sortie, et ceci décrit comment ça doit se passer. Alors déjà, petit sondage aussi, vous avez une idée de ce à quoi ça peut correspondre comme opération? Je vois quelques mains qui se lèvent, n'hésitez pas, soyez pas timides. C'est la partie entière de n sur 2. Voilà, je vois des gens qui sont déjà tout à fait au point avec ça. Effectivement, ça va être une moitié, et une moitié arrondie. Alors, si on regarde un peu plus en détail les premiers cas, bon, bah, j'ai déjà dit que 0 et 1 sont déjà décrits dans notre algorithme, juste au-dessus. Et puis pour les suivants, bah, par exemple en 2, on va revenir 2 crans en arrière, donc ça veut dire qu'on va se pencher sur ce qui se passe en 0. En 0, ça vaut 0, et on rajoute 1. Donc on est à 1 pour la valeur de 2. En 3, ça va être la même chose, puisqu'on va revenir 2 crans en arrière, tomber sur un 0, y ajouter 1. Et en fait, on va avoir une fonction qui va marcher en escalier. À chaque fois qu'on avance de 2, elle va monter de 1. Et ça nous permet effectivement de retrouver une fonction de moitié. Comme il a été dit, c'est la moitié arrondie. En fait, on divise par 2. Si notre nombre est un impair, par exemple 5 divisé par 2, on est à 2,5, et on laisse tomber le demi. Ça ne nous intéresse pas ici, on est sur des calculs entiers uniquement, donc les décimales ne nous intéressent pas, on arrondit. Gentille fonction, jusque-là tout va bien, mais on peut déjà quand même, à partir de cet exemple de base, illustrer un certain nombre de choses. Alors déjà aussi, un petit avertissement, si un jour vous avez à calculer une moitié, n'allez certainement pas calculer une moitié comme ça, c'est fortement inefficace, puisqu'on va faire un certain nombre d'étapes. On a bien mieux dans notre outillage sur ordinateur, en particulier quand on a à notre disposition des calculs binaires. Calculer la moitié sur un nombre binaire, c'est juste de décaler un chiffre binaire. Ça va beaucoup plus vite que ça. Mais quand même, ça nous intéresse au moins pour poser les bases, et on va voir après des situations où on n'a pas forcément d'équivalent si efficace que ça. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, et l'autre point intéressant à dire ici, c'est que ce genre d'algorithme ici, qui est présenté de manière assez abstraite, avec les jolies accolades et les cas de base, etc., en fait, ça s'écrit très exactement, quasiment exactement, dans des langages raisonnables. On parlait d'OCaml tout à l'heure, il y en a plein d'autres, où on peut écrire ça quasiment tel quel, et le faire exécuter, et voir ce qui se passe. Donc on est tout à fait pratique, au sens où on peut faire tourner ça pour de vrai, sans souci. Et alors, comme je disais, par contre, est-on bien sûr de définir quelque chose? Oui, bien sûr, sur un exemple aussi simple, mais quand même, je vous ai dit qu'on se préoccupait de manière cruciale de ce qui se passait 2 cases auparavant.
Et du coup, là, ça va marcher, puisque à un moment donné, quand on veut trouver un nouveau résultat à la position n, on revient deux cases auparavant. Et on considère que les 2 cases auparavant, de manière générale, tout ce qui est auparavant, a déjà été d'une façon ou d'une autre explicité, défini. Et par contre, il ne faudrait pas revenir trop en arrière non plus. Si on allait, par exemple, 10 cases en arrière, eh bien, comme on n'a pas dit ce qui se passe au-delà de 0 et 1, si on était en 2 et qu'on revient 10 cases en arrière, on tomberait chez les négatifs. Ça ne nous arrangerait pas non plus ici. Donc ici, l'important est de revenir dans une zone déjà explicitée, mais pas trop loin non plus, il ne faudrait pas en sortir. Donc voilà les quelques remarques qu'on peut faire à propos d'une fonction aussi simple que ça, qui était donc cette fonction moitié. Alors au passage aussi, comment justifier cette égalité? Ici, eh bien, pour une fonction récursive, sans grande surprise, ça se fera par récurrence. Alors par contre, rien que ça, déjà aussi, quelques mots à en dire, puisqu'on parlait tout à l'heure de récurrence dans l'exposé de Hugo, mais c'était une récurrence relativement simple, on part de 0, et à chaque fois on se préoccupe d'aller un cran plus loin. Ici, ce n'est pas si propice que ça d'essayer de faire cette justification avec ce principe de récurrence, puisque ma fonction va de 2 en 2, au lieu de 1 en 1. Bon. Et puis on ne part pas de 0, mais on part de 0 et de 1, comme 2 cas de base. Bon, alors en fait, on s'arrange, il y a toujours moyen, il y a des récurrences fortes, pour ceux qui connaissent, et ainsi de suite. Ça se fait, mais déjà, rien que ça, on n'est plus tout à fait sur le principe de base, ou alors il faut l'adapter. Ok, alors, un peu plus délicat maintenant, je vais pouvoir faire un nouveau sondage. Déjà, vous racontez cette définition, donc c'est le même genre d'idée, on est encore récursif, on est encore sur des fonctions d'entier vers entier, on est encore avec 0 dans le cas 0, et par contre maintenant, l'équation de récurrence se préoccupe de ce qui se passe à la position n-1, mais ce coup-ci, maintenant, il y a une soustraction. On renverse le résultat qui va nous remonter de la valeur précédente. Déjà peut-être un peu plus délicat. J'entends quelque chose qui a... Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette fonction? Celle-là était déjà un petit peu plus étrange, on va dire. Encore une fois, le fait de faire une soustraction met les choses un peu plus à l'envers. Alors j'ai plusieurs candidats, allons-y. Ok, d'autres suggestions? Ouais, alors on va pouvoir voir une chose un petit peu plus simple encore, une dernière... Oui, là on est effectivement plus près. Alors ben voilà, on va aussi pouvoir se poser ces questions de pourquoi est-elle bien définie. Je vous parlais de faire les choses en OCaml, là aussi plus tard on va les faire en coq pour justifier des propriétés, comme par exemple cette égalité de ma fonction d, on va vouloir essayer de montrer que c'est vrai partout, pas juste sur des premiers essais, et donc un jour on va vouloir essayer, en tout cas moi j'avais voulu essayer sur ces exemples après, de les prouver dans coq pour moi, mais bon, ça aurait probablement pu se faire aussi en ligne, et là tout de suite ça devient plus délicat, ne serait-ce que de justifier l'existence, justifier que ces fonctions existent. Alors avant d'aller jusque-là, regardons déjà ce qui se passe sur les premier cas, et bien là du coup, la valeur 0, 0 est donnée au départ, et puis pour les cas suivants, on regarde ce qui se passe avant, en 0, et on retire n, donc 1 moins 0 donne 1, 2 moins 1 donne 1, 3 moins 1 donne 2, et on retrouve, comme tout à l'heure, une fonction qui va monter en bégayant, chaque fois, à part le cas du début, on va bégayer dans les situations suivantes. Tiens, c'est bizarre, pourtant je n'ai pas mis de retour 2 fois en arrière, mais on a quand même ça. Qu'est-ce que je voulais en dire? Là, pour le coup, le fait que ma fonction est bien définie, ce n'est pas tellement une surprise, puisqu'on ne fait que regarder qu'un cran en arrière, ce qu'on vient de calculer. Donc là, pour le coup, cette fonction-là sera acceptée en coq sans aucun problème. Maintenant, par contre... Ah oui, bon, les soustractions, alors oui, c'est vrai que j'utilise des soustractions un peu particulières en coq, qui est une soustraction arrondie. Donc de toute façon, la soustraction reste chez les entiers naturels, on considère que 3 moins 5, ça fait 0. De toute façon, on est arrivé tout en bas, on ne peut pas descendre plus bas, on ne peut plus creuser, donc on est à 0. Donc effectivement, je triche un peu en
m'économisant les problèmes de 0, de négatif ici. Bref, donc en tout cas, bonne réponse, bravo, ça va être effectivement une partie entière de n plus 1 sur 2. Mais même avant ça, un peu plus simple peut-être à voir, c'est un lien avec ma fonction précédente, qui n'était pas que juste un exemple joué pour vous commencer à mettre des calculs récurrence. On peut aussi s'appuyer sur cette fonction d pour justifier le comportement de ma fonction f0. Et en particulier, alors ça c'est juste pour les gens qui sont des experts en parties entières, il y a aussi des parties entières arrondissant au supérieur, ça nous économise le plus 1, c'est pas essentiel. Passons. Donc la justification que ma fonction f0 fait bien ça, et bien comme je disais tout à l'heure, on est un peu ennuyé par cet aspect soustraction qui nous met les choses à l'envers, etc. Et bien, en fait, on peut retrouver les choses à l'endroit en allant réexpanser, réutiliser mon équation de définition à l'intérieur d'elle-même. Là, on a un f0 de n-1, et le f0 de n-1, eh bien, si je suis dans les bonnes conditions, en gros, il ne faut pas être trop près de 0, mais laissons les détails, eh bien, je remets à la place de ce f0 de n-1 l'équation, encore une fois, mais ce coup-ci en n-1, et ça me donne n-1 moins f0 de n-2, tiens, un n-2 qui apparaît, et là, les deux soustractions deviennent un plus, et les deux termes ici laissent un 1, et on voit apparaître la même équation, qui n'était pourtant pas l'équation de départ, l'équation définissant f0, mais on voit que ma fonction f0 satisfait ceci, avec juste des conditions initiales, un petit peu différentes, parce que là, juste par calcul, on peut voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs initiales que la fonction d. C'est pas grave, on décale un coup, et au lieu de considérer d de n, on considère d de n plus 1, et on se retrouve à ce moment-là avec une situation où on a les mêmes valeurs initiales et les mêmes équations de récurrence. Et ça, c'est assez routine, via des récurrences, de montrer que du coup, mes deux fonctions coïncident. Ok. En tout cas, là, on s'en sort, on arrive à relativement peu de frais à décrire le comportement de ces fonctions, même si, encore une fois, quand on demande au tout début à brûle pour point ce que ces fonctions font, ça peut quand même être une forme de quiz. Alors, j'en viens seulement maintenant au cœur de l'exposé, cette fameuse fonction g que j'annonçais dans le résumé de l'exposé. Eh bien, c'est la même chose, à un tout petit détail près. C'est qu'au lieu de faire f0 égale n moins f0 de n-1, ben on en met deux. Ici, on met g de n-1. Évidemment, c'est le tout petit détail qui change absolument tout, ou presque. Le cas de départ, on reste à 0 pour la situation de 0, et à moins que quelqu'un soit très fort et connaisse déjà cette fonction, je vais tout de suite passer à la description de ce qui se passe au moins pour les premières valeurs, parce que ça devient nettement moins évident ce que fait cette fonction, sauf si la salle a envie de me contredire. Donc, en tout cas, ce qui se passe quand on essaye les premières valeurs, déjà, même les premiers calculs ne sont plus si simples, puisque, comme l'équation l'indique, il va falloir regarder ce qui se passe à la case d'avant, ça, on sait faire, mais une fois qu'on a la valeur à la case d'avant, il faut réinjecter ça dans la machine pour redescendre encore un coup. Exemple, si j'essaye de voir ce que vaut g en 3, eh bien, du coup, il va falloir que je me penche sur la réponse de g en 2, c'est-à-dire 1, et puis après que j'aille, du coup, regarder ce que vaut g en 1. Donc, je vais retourner voir encore un peu plus bas. Et donc ici, la réponse de g de 2, c'est donc 1. Et puis, il faut que je renverse, comme tout à l'heure. Donc 3 moins 1, ça me donne 2. Et je fais ce processus nettement plus loin. Si j'essaye, par exemple, en 9, il faut que je pose la question en 8. En 8, ça me répond 5. Je vais donc voir en 5 qui me dit 3. Et donc, au final, je fais 9 moins 3, 6. Bon, jusque-là, j'ai une machinerie qui a l'air de marcher. Et puis, j'ai mis 3 petits points. Et puis, je ne sais pas pourquoi, tiens, aussi, en fait, je sais très bien pourquoi, mais j'ai décidé de mettre aussi la valeur 13. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment bien un peu tout ce qui est numérologie ou nombre un peu fameux et des choses comme ça. Et 13 qui donne 8, 8 qui donne 5, 5 qui donne 3, 3 qui donne 2, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des nombres de Fibonacci. On va y revenir dans la suite de l'exposé si j'ai le temps.
Donc, on constate expérimentalement, quand on parlait d'ordinateur pour faire des choses expérimentales, alors déjà, on n'a pas forcément besoin d'ordinateur pour faire ces 10 premières valeurs, ça peut se faire sur un coin de papier, mais évidemment, si on veut vérifier cette propriété-là à un peu plus large échelle, eh bien, on peut prendre un ordinateur et aller, du coup, conjecturer. Et ça, pour le coup, c'est bien un théorème après, maintenant, prouvé en coq aussi, au passage, que le G sur un des nombres de Fibonacci, c'est le Fibonacci précédent. Alors, pas tout à fait partout, parce que si je prends 1 comme nombre de Fibonacci, eh ben, G de 1, c'est 1, on n'est plus sur le précédent. Alors, sauf à tricher un peu, oui, on trichera. Mais là aussi, du coup, je vais ramener, avant d'aller plus loin, la même question que tout à l'heure, c'est est-ce que ceci est bien défini? Est-ce que j'ai bien défini quelque chose de raisonnable tout le temps? Alors là, pour le coup, ça devient nettement plus délicat qu'auparavant, parce que, encore une fois, j'ai gratuit par la notion même de récurrence l'accès à G de n-1, mais ça me donne une valeur qui, a priori, peut être arbitraire. Donc, peut-être beaucoup trop grande, loin dans des zones que je n'ai pas encore explicitées, beaucoup trop basse, alors il n'y a pas forcément de négatif, comme je disais, grâce à cette soustraction un peu spéciale, mais bon, quand même, si on met un 0 trop longtemps, ben, on va avoir le coup d'après trop haut, enfin bref, ça ne va pas forcément très bien se passer. Alors heureusement, on peut voir quand même, là aussi, sur la suite de nombres, que les choses ont quand même plutôt agréablement bien se passer. En particulier, vous constatez tout le temps dans les premières valeurs que la réponse de cette fonction g a l'air d'être quand même gentiment en dessous de n, voire même strictement en dessous assez vite, tout en étant non plus pas jamais nul, on est tout de suite un peu strictement positif. Et donc du coup, quand on réinjecte ça dans ceci, on va avoir du coup G qui va être calculé sur une valeur qui a priori sera plus petite que n, strictement, et donc ça va nous donner quelque chose de nouveau, de raisonnable. Mais c'est l'exemple de fonction dont la justification même va demander un petit peu de travail. On peut la lancer sur machine, encore une fois, c'est quelques lignes de Camel ou de votre langage favori, mais savoir qu'en général, ça pourra aller aussi loin qu'on veut sans faire une erreur, un crash parce qu'on aura fait quelque chose de non autorisé, n'est pas si simple. Alors, heureusement, j'ai déjà vendu la mèche, on peut prouver, encore une fois par récurrence, et encore une fois sur machine, que notre nombre G de n, si on veut vraiment commencer modeste, est encadré entre 0 et n. Ça se fait sans trop de soucis. Et puis même, je disais, on peut raffiner assez vite, à part les cas de départ, ces encadrements vont être stricts. Bon, bref. Donc du coup, ça me permet à la fois de donner des premières indications sur cette fonction, et aussi de justifier que mon jeu, mon algorithme va bien pouvoir continuer à fonctionner aussi loin que je veux. Alors, autre chose qu'on a peut-être pas noté, c'est qu'on a aussi une fonction qui est un petit peu comme tout à l'heure pour la fonction moitié, bégaye. On a, par exemple, ici, on reste à 1, 1, il y a du 3, 3, 4, 4, mais ça bégaye pas tout le temps. Des fois, on bégaye pas, des fois, on monte directement. Mais donc, on a l'impression qu'il y a effectivement deux comportements possibles. Soit on bégaye, on stagne, soit on monte, mais on monte de 1, très précisément. Et effectivement, ça se justifie, là aussi, en étudiant un petit peu la forme de l'équation, en réinjectant, je vais commencer à aller vite et ne pas donner tous les détails, mais donc, à chaque étape, ma fonction g, soit elle monte de 1, soit elle stagne, restant à la même valeur. Et là aussi, ce n'est pas n'importe quelle succession de montées et de stagnation. On ne peut jamais avoir deux plats de suite, deux stagnations de suite. Dès qu'on a stagné, on est certain de remonter derrière. Et par contre, quand on monte, eh bien, on peut monter 2 fois de suite, mais jamais 3 fois de suite. Tiens, bizarre. Ici, en fait, bon, je peux tuer un peu le suspense concernant la fonction g, parce qu'il y a une écriture algébrique beaucoup plus directe, qui permet en particulier de voir ce genre de propriétés. C'est, encore une fois, une histoire de partie entière. Alors, on n'est plus sur la partie entière de n plus 1 sur 2, on est sur n plus 1 divisé par phi. Tiens, phi, nombre d'or. Là aussi, un grand classique des mathématiques. J'avais fait sentir qu'on avait quelque chose à voir avec Fibonacci sur le transparent précédent, donc qui est phi, c'est pas vraiment non plus si surprenant que ça. Et donc au passage, en particulier, 1 sur phi ici va être 0,618, donc ça veut dire que G se comporte à peu près comme une droite
de pente 0,618. Et puis, comme de toute façon ma fonction g, c'est une fonction sur les entiers, eh ben, ce n'est pas une droite réelle, c'est une droite sur laquelle il va falloir retomber un jour sur les entiers, donc il y a des parties entières. OK. Ça se prouve, cette équation-là est un peu plus compliquée que les précédentes remarques sur cette fonction g, mais ça se prouve sans forcément beaucoup de bagages, récurrence et une étude un peu détaillée des intervalles où on est, des propriétés de phi et des choses comme ça, mais disons une page à peu près, en coq, oui, quelques centaines de lignes, mais pas plus. Au passage, ce genre de situation où on prend une droite à pente irrationnelle, phi étant irrationnelle, et on fait des arrondis. C'est un domaine qui a été extrêmement étudié déjà par des collègues. Je ne suis vraiment pas spécialiste de ça, mais je vous incite à aller voir si ça vous intéresse. Là aussi, les mots-clés ici, ça va être mot shtourmien. Tiens, mots, tiens, pourquoi des mots? Bon, on reparlera aussi si j'ai le temps. Donc, en tout cas, cette fonction g, on arrive à se ramener à cette expression algébrique, et ça règle une grande partie des questions qu'on peut avoir sur cette fonction g. Au passage, oui, le genre de tracé, le genre de tracé qu'on a, effectivement, des plats, des montées. De temps en temps, on monte de 2, oui, il y a des montées simples après qui arrivent un jour ou l'autre. Et j'ai mis en pointillé cette droite qui est là. Donc, quand ma fonction g rattrape cette droite, au lieu de la dépasser, on stagne et on recommence ce genre de processus. Voilà pour ça. Alors, en tout cas, et ben maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Là, je vous ai parlé de G, qui avait donc 2 appels récursifs, enfin plutôt un appel récursif en plus de suite départ. C'est plutôt comme ça que je vais compter après. Et pourquoi 2? Bon, 2, c'est bien, mais bon, c'est un peu spécifique, 2. Essayons 3. Alors ça aussi, c'était pas non plus spectaculaire. C'était déjà proposé par Hofstetter dans son livre, d'ailleurs, que je viens de mentionner, dont je recommande la lecture au passage, Gödel et Scherbach, qui parfois aussi contient des choses un peu étonnantes, voire même ésotériques, j'avais presque envie de dire, mais qui contient aussi des très bons exemples mathématiques et peut amener pas mal de questions. Donc je vous recommande en tout cas. Et donc lui, il parlait déjà dans son chapitre 5 de cette fonction h généralisant la fonction g. Alors je vais commencer à aller aussi peut-être un peu plus vite parce qu'on va retrouver un certain nombre de mêmes situations. Là aussi, le fait que ma fonction h est bien définie, c'est à peu près le même jeu que précédemment. On va arriver à dire que h va se trouver entre 0 et n, et puis du coup ça se combine bien pour la suite. J'ai même pas mis les premières valeurs, mais on va avoir le même genre de choses qu'auparavant, sauf que ce coup-ci, au lieu d'avoir 2 montées successives possibles, on peut parfois en avoir 3, mais pas plus. Ce coup-ci, à la différence de G, on ne peut plus avoir d'équation exacte à base de parties entières. On est plus shtourmien, par exemple. Mais on n'est pas très loin, quand même. On est relativement proche d'une droite, et dans les choses que j'ai montré avec pas mal de sueur, parce que c'était conjecturé, mais pas forcément établi encore avec certitude, c'est le fait que h est proche de cette droite approximée à 0 ou à 1 près. Et ici, tau, c'est la racine d'un polynôme, qui est une forme de description de la limite de h, quand h se comporte à l'infini, si vous voulez, mais même avant aussi, on voit qu'on est très près de ça dès le départ. Et si on voit un polynôme en x3, tiens, pour G, on était en x2, c'était le polynôme définissant phi, bah, c'est lié effectivement également à la définition, le fait qu'il y ait 3 appels à G, bah, ça va se traduire en un polynôme qui fait une puissance 3. Ici, c'est tout à fait lié, on retrouvera ce comportement après. Justement, après, essayons d'aller plus loin, 3 c'est bien, mais... Ah non, j'ai une surprise pour vous, avant de parler de ce qui se passe au-delà. Voilà. Alors ça, c'est probablement ma plus grande surprise de ma carrière professionnelle. C'était d'essayer de, je vous ai dit juste avant, de voir comment h se comportait à proximité de sa droite. Du coup, on essaye des trucs, on essaye de comprendre ce qui se passe, on essaye des expérimentations, on essaye des points. Et là, par exemple, eh bien, si j'appelle delta cette différence entre h et sa droite, alors là, le ici sans partie entière, vraiment la droite brute, et que je regarde ce qui se passe avec cette différence, et la différence après passage de h, je regarde la différence un cran plus loin,
et j'essaye de disposer ça sur... donc ça me donne des points, des couples de points, des couples de points, ça se met en 2 dimensions, et on trace ça. Alors, ce n'est pas du tout ce genre de comportement qu'on a avec G. Avec G, si on essaie de regarder des différences, elle se place sur 2 segments de droite relativement bien disposés. Ici, par contre, comportement complètement nouveau. On peut parler de fractal, c'en est une. Alors, je ne revendique pas de nouveauté particulière. C'est une fractale déjà connue, mais présentée par les collègues relativement différemment. Alors, tout est dans tout, on retombe sur nos pieds, les présentations sont bien les mêmes, mais je trouve cette présentation-là, juste par les différences de ma fonction, relativement élégante. On arrive directement à ça, sans passer par des projections de je sais quoi ou autre. C'est même la couverture d'un livre de référence sur le domaine des substitutions dans ce cadre-là, vraiment en couverture. Heureusement, un collègue m'a signalé « Ah, il y a un livre dans ce domaine de combinatoire qui ressemble à ta fractale. » Oui, c'est pas qui ressemble, c'est ma fractale qui est là devant. Et donc, pour aller vite, parce que là, j'aurais vraiment pas le temps de développer toute cette analyse mathématique, c'est une variante d'une autre fractale qu'on appelle la fractale de Rosy, qui est également basée sur des variantes de Fibonacci. Et l'autre mot-clé à prononcer indispensablement ici, c'est des nombres de Piso, pareil. Tout ça, c'est des appels à des recherches dans Google, évidemment. Allez voir tout ça, ça emmène vers des champs mathématiques extrêmement riches. Ok, passons... J'ai quand même envie de vous raconter encore d'autres émerveillements ou étonnements que j'ai eus sur tout ça. Donc bon, j'en arrive enfin à ma fonction la plus générale, mes fonctions en général, ma famille de fonctions. C'est de dire que c'est bien de regarder G avec ses 2 appels, c'est bien de regarder H avec ses 3 appels, mais mettons K appels. K étant un paramètre que je vais pouvoir varier un peu comme bon me chante. Là, j'ai laissé les 3 petits points. En informatique, on n'aime pas trop. On peut aussi définir ce que c'est que ces 3 petits points. Ça va être l'itération km d'une fonction f. J'ai laissé les 3 petits points. C'est plus facile à vous expliquer ici. Oui, et puis j'ai toujours espéré que j'aurais au moins un appel récursif. C'est pour ça qu'il y a un petit +1 qui se balade. Mais tout ça, c'est des détails. C'est pas essentiel. Et dans cette famille de fonctions, on retrouve les mêmes propriétés élémentaires que les précédentes. Alors non, déjà, on retrouve les cas particuliers. C'est-à-dire que si je mets mon paramètre à 0, je retombe sur ma fonction moitié. Si je mets mon paramètre à 1, j'ai mes 2 appels. Si je mets mon paramètre à 2, j'ai mes 3 appels. Donc je retrouve mes petits. Pour l'instant, tout va bien. Et après, alors déjà, on peut les tracer aussi un peu, ces différentes courbes. Donc j'ai ma fonction moitié, j'ai ma fonction g de tout à l'heure, avec sa droite accompagnante que je n'ai pas mise ce coup-ci. La fonction suivante, h, c'est celle que j'ai appelée f2 ici, en orange. Et nous avons f3 qui est en bleu un peu plus haut, et tout ça a l'air de gentiment s'étager au fur et à mesure, en se rapprochant sans jamais l'atteindre de ma courbe qui à n donne n, ce qu'on appelle l'identité. Ok. Autre chose intéressante, c'est que ça s'étage, parfois ça se touche, en particulier au début. Au début, les comportements sont très contraints, mais jamais ça se dépasse. À chaque fois, on a l'air d'être bien progressif. Et les premières propriétés de FK, pareil, sans surprise, on retrouve des choses précédentes, donc je vais aller nettement plus vite. La seule chose par rapport à avant, c'est que maintenant, on tolère jusqu'à K plus une montée, comme ceci. Et là, maintenant, on peut même montrer qu'à part ces cas de départ dont je vous ai parlé, au-delà, on n'aura plus d'expression exacte sous forme de partie entière. Ça, c'était gentiment au début, c'est très pratique pour prouver des choses concernant G, mais après, ça ne marche plus, donc il faut faire ça. Et alors là, un petit peu de science toute récente, pour vous montrer que tout ça, c'est des domaines qui peuvent encore évoluer, même sur des points de départ relativement élémentaires, même sans forcément de grandes notions très complexes. Voilà ce que je vous expliquais sur la courbe tout à l'heure, le fait qu'on a l'impression que c'est gentiment étagé. Et on peut l'écrire un peu plus formellement en disant que pour tout paramètre et tout point, donc si je prends un point, ça va me faire une espèce de tranche de mon descente précédent, et dans cette tranche, les fonctions fk vont se positionner de manière croissante, comme ceci. Autrement dit, f0 est tout le temps partout en dessous de g, qui lui-même est en dessous de h, qui lui-même est en dessous de la suivante, et ainsi de suite. Et ça, c'est dur.
Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué en 2018, donc ça date déjà un petit peu. Et c'est pas faute d'avoir essayé des récurrences, des ci, des ça, des autres choses. À titre personnel, moi, je séchais. J'en ai parlé à des collègues, qui en ont parlé à d'autres collègues, et en fait, un collègue de Montréal m'a fait parvenir une preuve il y a 15 jours. Un grand merci à lui. Et l'intérêt aussi, il a énormément de chance, c'est que cette preuve est relativement élémentaire. Ce n'est pas sur des fonctions directement, en fait, on reformule le problème en un problème de mots. Alors, pareil, je vais essayer quand même d'aller jusqu'à vous dire ce que c'est que des mots infinis, mais on va y venir. Et la chance, c'est en tout cas que ces preuves sont relativement, ce que j'appelle élémentaires, c'est-à-dire ne font pas intervenir le théorème de Fermat ou des choses... parfois, ça arrive qu'on ait une magnifique conséquence d'un théorème très compliqué qui, lui, serait sans doute vrai parce que les collègues l'ont déjà accepté, justifié, etc. Mais si on veut faire une preuve formelle complète, ça pose un peu problème. Ici, j'ai de la chance, c'est relativement élémentaire, et ça se place du coup à la suite de choses que j'ai déjà formalisées en coq. Et donc, la preuve machine s'est faite du coup en une semaine, à partir du moment où la preuve a été trouvée. Ça fait partie vraiment de ces situations où c'est dur de trouver une preuve et relativement facile de la vérifier. Bon, ce n'est pas une preuve si facile, il y a des sigmas dans tous les sens, enfin c'est... Merci les experts de combinatoire, mais ça se fait. Donc je suis tout content. Alors, donc, ça c'était au moins la partie où j'allais jusqu'à définir ces fonctions G puis FK. Et maintenant, dans un deuxième temps, je vais essayer de vous montrer que ces fonctions peuvent aussi intervenir à des endroits où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne les attend pas forcément. Et en particulier, on va revenir à nos amis Fibonacci, et on va voir qu'il y a des suites de Fibonacci, il y a des variantes de Fibonacci qui peuvent être intéressantes, et ainsi de suite. Après, on essaiera de parler de mots, puisque je vous l'ai déjà un petit peu vendu. Alors, nombre de Fibonacci, pour aller vite, là aussi, je pense que c'est assez classique dans l'auditoire. La seule chose qui n'était pas si classique que ça, c'est que j'ai changé un petit peu les points de départ pour m'assurer qu'il n'y ait pas de zéro. Les zéros, c'est toujours des embêtements. Et qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas 2 fois 1, parce que les doublons, c'est toujours des embêtements. Mais sinon, en équation de récurrence, c'est exactement comme d'habitude. On somme les 2 derniers termes de ma suite. Au fait, voilà, je parle de suite. Tout à l'heure, je parlais de fonctions. Fonctions sur les entiers, d'entier vers entier, c'est exactement comme des suites. On change les mots de manière assez interchangeable. En tout cas, mis à part ce petit décalage de départ, on retrouve les noms de Fibonacci habituels. Pardon? J'avance. Ok. Alors, théorème intéressant. Tout nombre peut s'écrire sous forme de somme de Fibonacci. Voilà. On peut même raffiner en disant que ces nombres doivent être tous différents, et même sans voisins, histoire d'avoir une unicité. Bon, du coup, je passe sur comment on écrit ces nombres. Ce n'est pas si essentiel que ça. En tout cas, retenez que tout nombre se décompose, comme ceci. Et on en revient à cette fonction G. G peut maintenant être décrite comme... Alors, tout à l'heure, j'avais noté que j'ai transformé un Fibonacci en le précédent. Et ça peut même s'étendre à la valeur 1 en considérant que quand on est en bas à F0, on ne peut pas descendre plus bas, donc on reste à F0. Eh bien, G maintenant peut être décrite aussi comme une fonction qui prend une décomposition des nombres sous forme de somme de Fibonacci et transforme cette décomposition en décalant tous les indices. Vous avez votre écriture en somme de Fibonacci, vous prenez à chaque fois les Fibonacci précédents et vous refaites la somme et ça vous donne G. En fait, c'est extrêmement utile comme outil une fois qu'on a prouvé ça, et la preuve n'est pas si évidente, mais cette preuve nous permet, pareil, d'éclairer beaucoup de comportements de G. Et allons juste dire que ça se généralise avec la même idée que tout à l'heure, mais au lieu d'additionner les 2 derniers termes, on additionne le dernier terme et quelqu'un un peu plus bas, toujours selon mon paramètre K. Et du coup, il nous faut des valeurs initiales, je passe, et des meilleures. Mais en tout cas, on retrouve un théorème de Zeckendorf avec ses variantes de Fibonacci. Et on retrouve aussi un théorème disant que ma fonction fk, maintenant, sur cette décomposition, me donne la décomposition où j'ai décalé tous les indices. Et là aussi, ça suffit à décrire ce que fait cette fonction et du coup à faire un certain nombre de preuves. Je passe tous les détails pour aller au moins dire quelques mots sur les mots.
Et je finirai là-dessus. Alors, quand je parle de mots ici, je parle de mots infinis. Donc en fait, on peut aussi voir ça comme une suite de lettres, comme ceci. Et ces suites de lettres qui m'intéressent ici sont des suites de lettres que je vais obtenir juste par un processus extrêmement simple qui consiste à définir ce qu'on appelle une substitution, décider ce que je fais de chaque lettre. Donc à partir de chaque lettre, je vais pouvoir la remplacer par une ou plusieurs lettres. C'est pour ça qu'il y a une petite étoile ici. Et dans mon cas, si j'ai, alors les lettres ici que j'utilise, c'est entre 0 et k, donc j'ai k plus une lettre. Et donc chaque lettre va donner la lettre suivante, à une exception près, la toute dernière, la lettre k, va rester là, et je remets un 0 ensuite. Donc ça me remet quelque part les choses au départ. Toutes les autres lettres montent, et celle-là, quand j'arrive en haut, je la laisse, mais j'en remets un 0 aussi en bas. Et si on utilise cette transformation à partir, par exemple, de 1, eh bien, 1 va donner un 0 si mon paramètre est 1, et puis le 1, 0, le 0 va monter à 1, et ainsi de suite. On se retrouve, en fait, à partir d'une lettre initiale, à avoir une succession de mots qui s'emboîtent les uns dans les autres, et si on prolonge ça, on obtient des mots infinis. Et ce mot infini pour le paramètre 1, en fait, c'est un autre mot très connu qui s'appelle le mot de Fibonacci, sauf que les lettres sont un petit peu différentes, mais peu importe. Le mot M2 ressemble à ceci. On voit des groupes de 2 qui reviennent régulièrement. On n'a jamais de régularité, on n'a jamais de périodicité dans ces mots. Et ça, je passe du coup. La chose étonnante avec ces équations, avec ces mots, c'est qu'on peut aussi les obtenir d'une autre manière en collant des mots finis ce coup-là, définis ce coup-là en additionnant le mot en n et le mot en n-4. Et on retrouve la même équation que tout à l'heure, mais non plus sur des nombres, mais ce coup-ci sur des morceaux de mots, ce qui nous donne en particulier que la taille de ces mots-là, c'est mon Fibonacci généralisé. Et où est f, où est là-dedans? Eh bien, c'est que à partir de ces mots infinis, si maintenant je m'intéresse plus vraiment aux détails de ces lettres, est-ce que j'ai un 0, un 1, un 2, un 3, jusqu'à k, mais est-ce que je m'intéresse juste à savoir si ma lettre est 0 ou pas? Donc on peut voir ça comme une forme de projection où toutes les lettres sont envoyées en 1, sauf 0, qui reste à 0. Donc je reviens vers du binaire, 0, 1, tout bête. Et à partir de ce mot mk, eh bien, le mot infini en question, c'est le mot de mes montées et de mes plats de ma fonction fk. Donc en particulier, au début, ma fonction fk, elle monte. Donc c'est un 1. Ça tombe bien parce que mon mot, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à chaque fois, mk commençait par k lui-même. Et donc en cumulant, on obtient une autre définition possible de fk, qui va être le nombre de zéros dans le début de ces mots infinis. Oui, deux mots, ça se fait en coq, je l'ai déjà annoncé, on va passer rapidement. Si vous voulez plus de détails, en tout cas, tout est en ligne, déjà sur un coin de GitHub. Et en particulier, ce transparent-là, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de prédépendance, il n'y a pas d'astuce. Vous pouvez prendre ces lignes-là et les mettre directement dans un coq relativement récent et exécuter ça. J'ai juste enlevé la preuve qui est là, mais elle se retrouve dans le développement. Tout ça pour dire que mes fonctions f, même si elles demandent de la justification, ces justifications en fait sont tout à fait abordables. Alors il faut raffiner un peu, il faut ruser un peu pour faire la définition et faire qu'elle soit acceptée dans Coq, mais ces ruses restent des ruses en peu de lignes, et après du coup on retrouve, il faut du coup travailler un petit peu pour justifier que mon équation de récurrence est bien valide pour ma définition raffinée, mais ça se fait également. Et juste pour conclure, le genre de lemme, genre d'énoncé que l'on peut écrire, du coup, quand je vous parlais de décomposition et le fait que ma fonction f transformait une décomposition, eh bien, on peut l'écrire comme ça. Si on veut savoir ce que fait f, alors, par ailleurs, je ne vous ai pas tout mis là. Pour le coup, ce transparent-là, lui, est très loin d'être complet et utilise plein de choses définies ailleurs dans mon développement Coq, mais si on a cette fonction de décomposition dont je vous ai parlé, si on fait passer partout une fonction prédécesseur sur les indices de cette décomposition et qu'on refait la somme, ceci nous redonne cette fonction fk.
Un autre théorème dont j'ai parlé un moment, c'était que la fonction dans le cas 2, à savoir h, était soit son équivalent plus 1. Le s ici, c'est le successeur en coq. Voilà une formulation. Et le dernier dont je vous ai parlé, le fait que ces fonctions sont bien ordonnées selon le paramètre k, donc un des tout derniers qui vient d'être prouvé, ressemble à ça au moins au niveau de l'énoncé. La preuve elle-même, c'est beaucoup plus large. Le tout ensemble, on est en train de parler de 20 000 lignes de coq sur les quelques dernières années, donc c'est pas petit. Alors il y a plein de choses qui peuvent probablement s'évacuer maintenant que les expérimentations ne sont plus nécessaires et que je n'ai plus besoin que des derniers résultats. Donc plein de choses deviennent peut-être obsolètes et à nettoyer, mais disons qu'on est sans doute sur 15 000 lignes pour ces différents résultats. Donc c'est pas petit. C'est ça le bilan, c'est que l'épreuve en machine, ça peut être ardu, ça peut être coûteux, mais déjà la grande leçon, c'est que maintenant c'est faisable, même sur des outils généralistes. On peut arriver à des choses assez élégantes, je trouve, et en tout cas, en tant qu'utilisateur, c'est extrêmement gratifiant de pouvoir justifier des résultats tels que ceux-ci, en particulier dans des domaines tels que, moi je parlais de combinatoire ici, dont je ne suis pas un spécialiste, mais où je peux affirmer avec une raisonnable certitude que oui, ceci est bien un théorème, grâce à ce genre d'outils. Le reste, voilà pour ceci. Merci.